tout le monde, aujourd'hui on reçoit Régis d'Equinox. Salut. Salut, ça va? Bah ouais, super. Donc les gens un peu initiés te connaîtront notamment comme ex-patron de Libellud. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui tu t'es lancé dans l'aventure un peu folle du CCG. Ouais, tout à fait. Avec Altered. Altered, ouais. Ouais, Altered comme disent les Français. Altered, les Français. Non, c'est bien, t'as bien travaillé ton sujet. Donc alors moi vous savez un petit peu que je suis quand même assez passionné des jeux de cartes aussi, même si ça parle beaucoup d'euros sur la chaîne. Et là quand même un CCG français qui sort avec autant d'ambition, je trouvais ça intéressant d'en parler. Déjà comment t'as lancé, bon on sait un petit peu que c'est après Libellule que t'as monté Equinox, mais du coup pourquoi cette envie de CCG déjà à la base Alors, il faut remonter en 93, sortie de Magic, j'étais tout petit, je devais avoir 12-13 ans, et forcément j'ai découvert Magic avec l'enchantement de l'ouverture d'un booster. On ne savait pas ce qu'on allait trouver dedans, on affrontait des decks, on ne savait pas du tout contre quoi on allait les jouer, il n'y avait pas de liste sur internet, on faisait tel truc. Donc c'était vraiment l'inconnu, et moi j'en garde un souvenir, j'en ai toujours gardé un souvenir impérissable de stage d'or un petit peu pour moi de ce qu'était ma découverte des jeux de cartes à collectionner. Puis après j'ai eu un parcours un peu plus compétitif et tout, jusqu'en fac et tout, puis après j'ai travaillé, j'ai arrêté tout ça, mais après j'ai beaucoup joué en termes compétitifs, mais toujours est-il que cette période-là m'était restée en tête parce que justement il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui et donc l'idée c'était de revenir un petit peu à cette, je sais pas si c'est de la nostalgie, mais de revenir un peu à cet âge d'or que j'avais connu moi, où je me suis dit j'avais vraiment envie qu'on remette la surprise, la découverte au cœur de tout quoi, de l'ouverture d'un booster et aussi de la partie. D'où le fait des cartes altérées et aussi des cartes uniques. Voilà. Ok, ça on va en parler justement parce que c'est une spécificité a priori. Mais avant ça, je voulais quand même un peu discuter de comment tu vois le marché du jeu de cartes aujourd'hui et du CCG en particulier. Là, il y a quand même eu le gros mastodonte Lorcana qui est sorti avec un succès un peu inattendu. Je dis inattendu parce que ça a quand même dépassé les frontières de ce que j'imaginais. En tout cas, je ne pense pas que ça allait devenir un succès populaire aussi. Je suis pas si surpris que ça. Ah, toi, t'es pas surpris? Non, enfin, après, on ne peut jamais estimer précisément le succès qu'aura ou non un jeu, mais je trouvais que ça sentait. Il y a des voyants quand même, en fait. Quand tu fais un jeu, et même en amont que personne n'en parle, tu peux quand même te dire, et ça c'est du vécu d'éditeur, ça sent pas bon quand même. Tu vois, et quand tu voyais tout ce qui se passait autour de Lorcana, des mois avant, les communautés qui se créaient, le niveau d'échange aussi sur les différents réseaux sociaux, ça pouvait quand même, on pouvait présumer qu'il n'allait pas rien se passer. Après, mais globalement, pourtant, les retours étaient un peu froids à ce moment-là parce que les gens avaient accès qu'aux premières cartes, il n'y avait pas encore toutes les mécaniques, et les gens ne savaient pas vraiment que c'était pas le set complet. Et je me rappelle, moi, avoir vu des reviews assez plus que mitigées sur le jeu à ce moment-là, quoi, tu vois. Et après, c'est vraiment une question de qui tu cibles. Et je pense qu'effectivement, moi, je fais partie des gens qui ont joué au premier deck qui traînait sur Internet de Lorcana, qui pouvaient imprimer, tester et tout. Effectivement, si toi, ce que tu recherchais à cette époque-là, c'était une grosse expérience de joueur super, non, en fait, les decks tels que j'avais pu jouer, ils étaient assez casual, assez simples de prise en main, et je pense que ça correspondait bien aussi à la cible qui voulait viser. Puis après, effectivement, le principe d'un jeu de cartes à collectionner, c'est aussi d'acquérir de nouvelles cartes, de complexifier parfois ou non ton jeu, d'avoir une multi-stratégie. Donc, juger un jeu de cartes à collectionner uniquement sur une expérience d'un deck, en fait, je trouve que c'est hyper casse-gueule, parce que autant un board game, un jeu de société, un jeu de plateau, tu fais une partie, 2 parties, 3 parties, si t'aimes pas, c'est pas que le jeu est forcément mauvais, mais en tout cas tu peux dire objectivement que tu l'aimes pas, il est pas pour toi. Un jeu de cartes à collectionner, bizarrement non, parce qu'en plus t'as un espèce d'aléatoire lié aussi à l'arrivée des cartes, donc tu peux effectivement dans n'importe quel TCG passer une super mauvaise partie. Si t'en restes à ta première mauvaise partie parce que le tirage était dégueulasse ou en face au contraire était super et tu l'as mal vécu, tu te dis le jeu est nul. Mais tu vois, c'était un peu bizarre entre guillemets, moi je trouve d'avoir promovu le jeu avec des decks relativement simple, alors que les gens qui vont les printer à ce moment-là, c'est quand même plutôt Dark Gamer, c'est pas des casus qui vont imprimer des decks en avance d'une sortie, tu vois, j'ai l'impression, non? Ouais, mais je crois que c'était pas prévu. C'est-à-dire que moi, les premiers decks qui traînaient, c'était des joueurs,
si je ne m'amuse, qui avait récupéré tous les spoilers qui traînaient sur internet de telle carte, qui avait fait des decks, des trucs là. Les tout premiers decks c'était ça. Donc mais il me semble que les premiers envois aux influenceurs et tout, c'était un peu limité aussi. Oui, aussi, mais c'est vrai que l'expérience était simple. Parce que vous, du coup, vous envisagez ça comment? Il y a une sortie Kickstarter 30 janvier. 30 janvier, ouais. Donc là, on a déjà, nous, du print and play. Ça veut dire qu'on est totalement transparent sur ce qu'on fait. Ce ne sera pas, alors, c'est ce qu'on appelle des démo decks. Ça ne sera pas les decks qu'on va trouver, tu vois. Là, c'est des petits starter decks qu'on trouvera dans le commerce. Donc, auront plus de cartes et tout. Ils en auront 40, alors que les démo decks, ils en ont qu'une trentaine et tout. Mais ça permet vraiment d'être transparent, de dire aux gens, jouez-y. Nous, on est contents de ce à quoi on est arrivé et on est transparent là-dessus. On ne vous demandera pas d'acheter un truc totalement dans l'inconnu, testez-le, quoi. Et c'est génial, parce qu'on a plein d'échanges avec la commu, tout ça. J'ai déjà oublié ta question. En tout cas, c'est pas grave, ça. Mais tiens, du coup, je rebondis. Du coup, les starter decks, c'est quoi le modèle avec ça? Parce qu'en général, c'est vrai que c'est starter assez casu. Souvent, il y a assez peu de cartes vraiment que tu vas utiliser sur tes vrais decks, entre guillemets, derrière. Là, vous voyez comment le starter un peu de la même manière, parce que le but, c'est vraiment d'initier les gens, ou vous voulez quand même quelque chose qui montre un minima la réelle expérience, quoi. Alors, franchement, moi, je suis hyper content de ce à quoi on est arrivé. Et je ne sais pas si je suis objectif, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qu'on nous renvoie beaucoup. Déjà, première chose, il a un petit aspect board game, jeu de société. Il y a une petite piste au milieu, tout ça, on avance. Et tu vois, les parties sont quand même conséquentes. C'est souvent minimum 20 à 30 minutes pour ta première partie, donc ça te propose une vraie expérience. Et elle est vraiment tendue, il se passe quelque chose, c'est pas je me suis fait rouler dessus. Moi je me souviens, j'avais benchmarké un petit peu d'autres jeux du marché, dont les plus gros, pour savoir ce qu'ils proposaient comme expérience de jeu à l'achat d'un starter. Attends, c'est que tu te fais rouler dessus, c'est un mauvais tirage, ça, tu plies, et bon, ça proposait pas toujours, je trouvais, une belle expérience. Tu vois. Moi j'adore Shatter Magic, je trouve que c'est extraordinaire ce jeu, génial, je ne dirais jamais de mal de ce jeu-là, mais c'est vrai que quand tu connaissais la complexité de certains jeux et tu joues un préconstruit, tu peux te dire c'est ça te donne une expérience vachement. Voilà, donc pour du casu c'est super bien, pour quelqu'un qui est déjà un peu joueur, peut-être qu'effectivement il peut rester sur ça. Je pense que là on a vraiment quelque chose où, comme un jeu de société, tu pourras le ressortir régulièrement et pas t'enlacer au bout d'une partie. Ça y est, j'ai compris le jeu, maintenant je veux jouer à autre chose. Je pense que tu as vraiment moyen. Et c'est même pour les gros joueurs, tu conseillerais de commencer par le starter? Ah mais oui. De toute façon il y a le matos pour débuter à jouer, donc il faut acheter un starter. Et puis en plus moi, tu vois, qui suis aussi un gros joueur de jeux de société, je retrouve aussi ce qui me plaît dans l'expérience du jeu de société quand je sors un jeu de société. Tu vois, je pense que là-dessus on est assez ok. C'est des decks de combien de cartes d'ailleurs du coup? Ils ont 40 cartes. 40 cartes, ok. Voilà. Ça marche. J'avais ma question en tête et je l'ai déjà oubliée. J'avais perdu la réponse à ta question, mais c'est toi qui as perdu ta question. C'est pas mal, on se complète. C'est ça. Du coup, la sortie, c'est prévu pour cet été, c'est ça? Oui, alors donc comme je te disais tout à l'heure, le Kickstarter, il commence fin janvier, le 30 janvier, et la sortie retail, ça sera en août. Ok. Et donc, le modèle économique. Donc on a les starters, combien du coup vous avez? Starter ça va être 14,99 prix public. Et donc après je suppose classique et booster, des petits boosters et tout, donc là ils sont en papier mais ça c'est du preview qui seront à 3,99 avec 13 cartes. Entre les petits boosters, design très cool d'ailleurs. Ok, et donc du coup, la rareté des cartes, le coût des cartes, comment ça se passe? J'ai vu que les cartes avaient des QR codes. Donc ça rentre sur l'appli directement comme Magic Arena, c'est ça? Alors comment ça va se passer? Tu vois, chaque carte effectivement a un QR code, donc ce QR code il est unique. Alors déjà je précise, on n'est pas du tout sur de la NFT, parfois il y a des gens qui sont partis et je comprends ça peut faire peur, mais non, en fait nous on est une base de données, ce qu'il y a de plus classique comme tu peux trouver dans tout jeu. L'intérêt, parce qu'en fait compte le QR code c'est pas se dire tiens on va mettre un truc moche sur une carte, c'est que ça va permettre plein de choses qu'on ne pouvait pas faire dans un jeu de cartes à collectionner. Première chose, l'expérience utilisateur, c'est je joue mon booster, je pose mes cartes, tu sors ton smartphone, j'ai pas sous la main, mais là, un scan rapide de masse et pouf, toutes tes cartes elles sont dessus. Comme ça, Et après, ça te permet de plein de trucs. Déjà, avoir accès à ta collection que tu veux, ça va te permettre de deck builder aussi dans le métro, dire je mettrais bien tel et tel truc. Ça va te permettre aussi d'accéder au lore de chaque carte. On a un lore designer à plein temps qui a écrit une histoire pour chaque carte, donc il y a les gens qui s'intéressent à l'histoire derrière le jeu, ils vont être super ravis parce qu'au lieu d'aller chercher dans les fins fonds d'internet, savoir là pouf, un petit accès, ce personnage il fait ci, il a un lien avec un tel et tel, c'est cool. Les raretés, on en a 3.
On a les communes. Donc assez simple du coup. Voilà. Sauf que ces communes, tu vas les retrouver aussi dans des versions rares. Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est le fameux alter. Voilà, donc il altère. Donc déjà, la première chose que tu vas voir, c'est la frame. Ça va être sans la bordure noire, donc full frame. Et là, il va y avoir 2 versions rares d'une commune. Une dans la faction originelle de la carte. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui joue monofaction, tu joues soit 10, soit ceci, soit ça. cela. C'est plus simple aussi du coup. C'est ça, pour construire. Et une autre des rares qui va être switchée dans une autre faction. Ça va devenir alliée à une autre faction. Ce qui fait qu'en termes de construction de deck, là déjà, tu vas avoir plein de choix super intéressants. Et enfin, tous les 8 boosters, tu auras une carte unique. Alors quand je dis unique, c'est vraiment unique au monde, dans ses stats, pouvoirs et tout. Et c'est ça justement, on veut introduire le plaisir de la découverte. Tu vois, ton booster, tu dis ces cartes-là, qu'est-ce que j'en fais ? Autant de cartes uniques, du coup, c'est quoi ? Ça, c'était aussi un gros défi. Et les gens ne le voient pas, ça, tu vois, quand ils jouent, et tant mieux. Mais on devait créer en fait une mécanique de jeu qui soit suffisamment simple et profonde, tu vois, pour que les gens soient facilement dans la partie, et à la fois avec suffisamment de paramètres à tweaker pour pouvoir arriver à générer des cartes qui soient uniques dans leur assemblage, tu vois. Et ça, ce qui est super, c'est que quand tu l'essaies, tu dis cette carte-là, qu'est-ce que je vais en faire ? Si elle me plaît pas, je la mets à l'échange. Si elle me plaît, je vais l'intégrer, je vais construire un deck autour. Et bien sûr, là-dessus, commune, rare et unique, on a limité la place que prennent les rares et les uniques. Il ne s'agit pas de dire t'as 40 uniques, tu vas mettre des ballons, sinon c'est débile, c'est du pay to win et ça ne nous intéresse pas. Du coup, c'est quoi les limitations de deck building ? Tu vas avoir 3 cartes uniques pour l'instant, une dizaine de rares. Donc là, on est encore en train d'équilibrer tout ça, mais tu vois, ça permet vraiment à un moment donné, quand tu construis ton deck, vu que chaque carte encore est la même, mais enfin, tu vas devoir je prends la version commune de celle-là ou la version rare. Mais à la fois je veux celle-là, je suis limité, qu'est-ce que je fais ? Tout ça. Donc en fait, t'as une limitation de nombre de cartes uniques que tu peux mettre dans ton deck, une limitation de rares, et après les cartes en combien d'exemplaires tu peux les mettre ? 3 maximum de chaque. Et puis après, forcément, je te parlais aussi d'échange, forcément, vu que toute ta collection tu l'as aussi sur ton smartphone, tu peux échanger avec quelqu'un qui est au bout du monde, une carte. Tiens, ma carte unique, ça c'est là, je vois pas quoi en faire, je vais la mettre, tiens, un japonais te l'achète, il échange. Et c'est là qu'après on a notre dernière grosse nouveauté, c'est le print on demand. C'est-à-dire que n'importe quelle carte de ta collection, tu peux la faire imprimer. Et là, tu as 2 optiques. Tu as l'optique du joueur de tournoi. Dans ce cas, quand tu joues avec tes cartes en tournoi, tu es obligé d'avoir la possession de la carte, c'est logique. Et par contre, si tu veux jouer en casual, avec tes gamins, en famille, avec tes amis, tu peux dire tiens, je vais imprimer 3 à 4 decks comme je veux, je les ai construits, tu te les fais imprimer, tu les reçois chez toi, et tu joues en casu. J'avais entendu aussi que quand tu avais un exemplaire de la carte, tu pouvais demander d'avoir les autres exemplaires en print, du coup. Et ça, c'est le tournoi en fait. Alors, oui, il faut quand même un exemplaire de chaque carte pour le tournoi, même si c'est les mêmes. Là, on reste, tu dois, si tu joues, je sais pas, de la carte Tartampion, en tournoi, tu es obligé d'en avoir 4. D'accord, t'es obligé d'en avoir 4. Mais dès que tu joues dans le CERN casual, tu joues comme tu veux, quoi. On n'est pas là pour faire la police chez les gens. Je trouve que ça démocratise le jeu et c'est plutôt chouette que les gens puissent. Et comment vous voyez la spéculation autour des cartes et ce genre de choses, notamment avec un système d'unique et tout ? Moi, j'avais entendu dire, alors tu me dis, que toutes les transactions passaient par votre plateforme, donc du coup, il n'y avait pas d'argent réel, tu utilisais cet argent pour acheter d'autres cartes éventuellement. Le truc, c'est que il y a plusieurs choses dans ta question. Nous, ça permet aussi, tu vois, le fait d'avoir un QR code unique, c'est surtout que nous, on garde une traçabilité. Ça veut dire que quand tu échanges une carte avec quelqu'un, tu es sûr qu'elle est vraie, tu vois. Alors que aujourd'hui, tu achètes sur Vinted du Pokémon, du machin, tu as 99 des... c'est vrai, il y a beaucoup de contrefaçons. C'est de la folie. Et aujourd'hui, ils arrivent à une telle... à copier tellement bien une carte que quelqu'un de super ultra calé dessus, il se fera voir parce que c'est le même grammage, c'est même avec une loupe et tout. Non, c'est très bien. Donc déjà, ça sécurise. Nous, en fait, on va pas prendre ni plus ni moins que comme un card market, tu vois, qui est une plateforme d'échange de cartes Magic, d'autres cartes. Ils prennent un tout petit pouillème de pourcentage sur un truc, histoire de payer les frais serveurs. Et puis voilà, sur le print on demand, on essaye d'être à 1 euro maximum la carte. Forcément, on essaiera d'être plus dégressif si les gens en prennent plein. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a en termes de target. On
encore en train de travailler ça avec notre partenaire Cartamundi. Mais, ouais, c'est pas totalement défini encore à l'heure actuelle. Quoi. Non, mais voilà, ça sera quelque chose de plutôt faire. Voilà, c'est pas. Et puis encore une fois, tu parlais aussi de ta question, il y avait la notion de spéculation. En fait, moi je pense vraiment. Parce que moi, c'est un truc qui me refroidit beaucoup, par exemple, sur les CCG, tu vois. Et je pense que justement, le système des uniques va casser ces spéculations. Parce que qu'est-ce qui crée pour moi de la spéculation? C'est quand tu sais que tu as la carte, encore une fois, carte en pion, que tout le monde veut, tout le monde veut celle-là, elle est rare, tout le monde n'en a pas, et puis le prix augmente. Alors que toi, quand tu vas avoir ta carte unique, c'est la seule au monde qui est comme ça. Toi, il faut que tu arrives à estimer ce qu'il y a. Tu dis, bon, celle-là, je sais pas, je la mets à temps. Et puis, il faut que quelqu'un en fasse la veuille ou voit son potentiel. Et qu'elle est unique dans sa combinatoire. En fait, je pense que ça va de fait limiter et ça va. Nous vraiment, ce qu'on veut en termes d'ADN, c'est retrouver du plaisir. Tu vois, du plaisir à. Tiens, oh là, au moins 3 cartes dans le deck de l'autre, tu dis, attends, je vais la prendre, je vais la lire parce que je sais pas ce que c'est. Et ouais, je veux recréer de la surprise. Idem, quand tu ouvres un booster, de te dire, j'ai pas toute la liste que j'ai computée avant même la sortie, où je me suis un peu pourri mon plaisir. Où mon seul intérêt, c'est de me dire, est-ce que je vais avoir dans le booster la super rare, machin et tout, qui vaut très cher. Bon, alors oui, c'est un plaisir, mais il est limité. Là, vraiment, le fait de se dire, attends, qu'est-ce que ça fait ça? Est-ce que c'est une bonne carte déjà? Déjà, ça se poser la question de. Est-ce que ça se trouve, toi, tu vas la trouver nulle? Quelqu'un, je sais pas, mon jeu au Japon, il va la voir, il va se dire, ah non, mais pour mon deck débile, machin et tout, elle a l'air super, c'est sûr. Et peut-être qu'elle sera pas compétitive, mais lui, la voudra parce que dans son deck à thème et tout, elle sera super rigolote. Donc, en fait, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Après, tu sais, tu peux jamais prévoir l'usage des gens, mais je pense qu'on sera plutôt. Pas forcément aussi explicatif que ça. Mais du coup, j'y reviens. Comment vous générez autant d'uniques? Du coup, c'est des illustrations qui sont des dérivés, c'est des effets qui sont dérivés. Comment ça se passe? Alors, les illustrations, déjà, ce qui est rigolo, c'est que dans la version commune, rare et altérée, il y a à chaque fois une illustration différente, qui est propre à la rareté de la carte. C'est-à-dire, ça sera toujours la même pour la commune, toujours la même pour la rare, toujours la même pour l'unique. Et ça, déjà, c'est super rigolo, parce que par rapport à d'autres jeux, elle raconte une histoire. Ça, parfois, un personnage qui devient plus puissant, parfois, c'est un champignon qui éternue, à la fin, tu le vois vraiment éternuer. Donc, on raconte vraiment des petites histoires. Ça, c'est le côté rigolo. Donc, les artworks, ça s'arrête là. Tu vois, on n'a pas d'IA qui viennent modifier, altérer les trucs. Non, ça, c'est que des vrais gens qui ont vraiment illustré les cartes. Ça, c'est OK. C'est vraiment dans la combinatoire, en fait, des effets. Tu vois, là, sur une carte, par exemple, tu as un premier coup d'invocation, un deuxième, tu as des statistiques, tu as des pouvoirs, tu peux avoir d'autres trucs. Donc tout ça, ça va être vraiment cette combinatoire-là qui va faire que la carte unique. Ça n'a rien à voir avec l'artwork. L'artwork, pour les cartes uniques, ça sera toujours le même. Par contre, dans la combinatoire, voilà. Ce qui fait qu'on a aussi fait en sorte de garder l'ADN de la carte. L'ADN de la carte, c'est, imaginons, je dis n'importe quoi. Ça, c'est des combinaisons d'effets de la même carte en fait. Voilà, une carte, un rat, je sais pas, un marteau qui donne plus 1, telle caractéristique, dans la version unique, il va garder cet ADN-là. Tu vois, il va pas d'un coup faire une créature, elle dort. Non, mais sinon c'est n'importe quoi. Donc elle va garder l'ADN de la carte et en même temps avoir des choses en plus. Voilà. À savoir si après ces choses en plus t'intéresseront ou t'intéresseront pas, ça c'est à toi de voir. Du coup, j'ai une question, je sais pas trop si tu peux y répondre dès maintenant. Toi, je sais que tu sais forcément, mais je sais pas si ça on peut en parler, mais tu projettes ça comment? Pour toi, ça sera un succès à partir de quand? Enfin, quelle place il y a dans ce marché-là pour vraiment s'imposer? À partir de quand on commence à devenir un peu pérenne, tu vois? Je me rends pas trop compte de ça dans le milieu du CCG. Non, en fait, c'est un marché qui est compliqué parce qu'il y a une forte barrière à l'entrée. Ne serait-ce que, alors, enlevons même la partie digitale de notre projet, où nous, on a des gens qui sont plus dans la technique, aussi dans le design, mais plus du côté numérique. Mais enlevons tout ça, prenons quelque chose de plus classique, tu vois, un jeu un peu comme, je sais pas, Flash and Blood, tu vois. Il faut quand même pas mal de game designers, d'illustrateurs, direction artistique, parce que combien vous êtes 30, toi, tu m'as dit? On est une trentaine, mais on va dire à peu près, tu vois, la moitié pour le produit physique, tu vois, la partie création de cartes, et la moitié digitale. Mais même 15 personnes, tu vois, si on sait qu'un jeu pur physique, voilà, ça t'impose à avoir un certain volume derrière, tu vois. Alors, pour répondre sur ta question de marché, moi j'avoue, quand je me suis lancé parce que j'avais envie, comme dans tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai des envies, je me dis, ça part toujours d'un rêve, d'un truc qui me ferait kiffer, je me dis, j'ai envie de le faire, et je venais de vendre ma boîte, j'avais des sous, je me dis, écoute, moi, ce
qui est important, c'est les projets, ça, c'est vraiment le truc qui compte, tu vois. Et je me suis lancé là-dedans. Et c'est vrai qu'après, on attend de dire depuis quelques années là que a priori, ça serait l'âge d'or des jeux de cartes à collectionner, que même les jeux qui étaient un peu confidentiels parfois au Japon, là maintenant ils arrivent à percer ailleurs. Enfin, il y a vraiment une explosion. Alors, le pourquoi du comment, j'avoue. C'est dur à expliquer. Et les LCG ont complètement disparu en même temps, tu vois. Alors que pourtant, c'est un modèle qui demande moins d'argent aux consommateurs au final, mais peut-être qui crée moins de surprises et moins d'excitation à la découverte, peut-être. Moi, mon analyse là-dessus, c'est qu'en fait, les gens qui aiment véritablement le deck building ne sont pas si nombreux que ça. C'est-à-dire que ça reste une mécanique très très core. Deck building, c'est de dire, attends, je te donne 300 cartes et maintenant, tu vas devoir trouver un optimum en N cartes. Je pense que si t'es pas un peu core, tu vas dire, j'en sais rien, tu vois, puis là j'ai toutes les cartes d'un coup, c'est pas bien. Là aussi, en termes d'onboarding, tu as d'accessibilité, un jeu de cartes à collectionner, tu vas commencer à acheter un starter. Ok, je joue. Après, tu vas te dire, tiens, je m'achète un ou deux boosters parce que j'ai bien aimé, c'est cool, j'ai envie d'avoir un peu de trucs. Ah, j'ai cette carte-là, je la rajouterai bien, elle a l'air rigolote, tu vois. Et petit à petit. Toi, tu penses que la base d'utilisateur principal des CCG, c'est ça en fait, quoi. C'est ce genre de joueur. Mais oui, parce que même tu vois, à Magic, la base core, c'est celle qu'on voit le plus, parce que les tournois, des trucs comme ça. Mais derrière, tu as énormément de gens. D'ailleurs, le Commander est devenu, je sais pas si tu connais le mode Commander, c'est devenu le premier mode de jeu de Magic. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mode de jeu qui n'est pas compétitif, c'est plutôt, tu as 100 cartes, c'est du fun, et c'est voilà. Et c'est plutôt casual, tu vois, dans l'approche, parce que c'est la chance, comment ça va sortir, tout ça, c'est un côté très rigolo. Et aujourd'hui, moi j'ai aussi des gens dans mon équipe qui sont plus dans le côté. Moi j'aime ouvrir un booster, tu vois, je pense à Léa, qui est dans notre équipe de Game Design, elle adore s'acheter son petit booster de Pokémon de temps en temps, avoir le plaisir d'ouvrir et tout. C'est vraiment un autre monde. Et je comprends, moi, pourquoi. Parfois, il y a des joueurs de jeux de société qui sont hermétiques aux jeux de cartes à collectionner parce qu'il y a ce côté, pour eux, qui est incompréhensible, de dire attends, mais moi, quand j'achète un jeu de société, il est fini, j'y joue. Là, tu as ce côté de la frustration qui te manque les cartes dont tu as besoin. Il faut être con pour acheter un jeu qui n'est pas fini, dans lequel tu vas devoir baser plein de thunes, éventuellement pour te construire un deck ou qui est compétitif. Mais ça, encore une fois, c'est parce que tu as la vision compétitive. Il y a plein de gens qui jouent aux jeux de cartes à collectionner. Mais tu as une réponse du coup à ça. Enfin, il y a un modèle alternatif possible là-dedans, tu penses, pour satisfaire ces gens, ou c'est juste qu'il va falloir qu'ils dépensent beaucoup d'argent c'est pas... Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de dépenser beaucoup d'argent. Ça dépend. Honnêtement, tu vois, nous, nos decks préconstruits, je te dis, c'est des jeux de société à part entière. Tu en achètes deux, tu joues à deux. Tu joues et tu auras des expériences consistantes et ça sera cool, et ça sera chouette, tu vois. Après, si tu te dis que tu n'as pas envie, tu vois, pour plein de raisons qui sont hyper légitimes d'acheter des boosters et tout, moi j'entends tout à fait et c'est ok. Mais comme des gens vont dire, ouais, mais moi c'est un vrai plaisir, c'est super chouette. Il y a des gens qui sont dans l'entre-deux, tu as des gens qui sont dans des extrêmes, et encore une fois, je pense qu'il n'y a personne qui a raison. Moi, je suis un peu entre les deux, dans le sens où, commencer comme ça, c'est cool, mais après, une fois que je m'intéresse au jeu, je vais vouloir avoir des cartes compétitives, et le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir les cartes, à part les acheter à l'unité. Si elles sont rares, ça coûte vite très cher. Tu vois, aujourd'hui, un deck compétitif de l'Orcana, ça coûte aux alentours de 300 balles, tu vois. C'est quand même... En fait, c'est un autre monde quasiment, parce que 300 balles, c'est le prix d'un énorme jeu de société avec 15 000 figurines. Après, l'Orcana, je pense aussi qu'il y a aussi toutes ces dimensions spéculatives. Mais un deck de Magic, c'est à peu près similaire, non? C'est 200 € par là, quoi. Ça peut être cher, ça peut être cher. Mais encore une fois, tu vois, je suis pas sûr que le public il soit dans le public compétitif. En fait, et je vois aujourd'hui, nous, on a voulu faire un jeu... vachement inclusif, où on met quelque chose de positif en jeu. Le but c'est pas de se taper sur la gueule, c'est une espèce de course, tu vois, d'être plus rapide que l'autre dans l'exploration d'une zone. Donc on essaye d'amener des éléments qui sont là pour amener aussi des joueurs qui ne jouaient pas aux jeux de cartes à collectionner, ce qu'a fait un peu l'Orcana aussi, tu vois, l'univers plus positif, plus coloré, tout ça, les amener à dire le jeu de cartes à collectionner c'est aussi pour vous. Où aujourd'hui, on va pas se mentir, c'était quand même des univers très geek, heroic fantasy, avec beaucoup de testostérone, c'était... Bon, je pense que c'est bien, mais il en faut pour tout le monde. Et on essaie aussi, nous, de s'adresser à un public différent. Tu vois. Ok. Et pour le public compétitif, du coup, vous prévoyez quoi? C'est quoi le plan? Vous prévoyez de faire du tournoi? Comment ça se passe? Quelque chose d'assez standard, ça veut dire qu'il va y avoir du jeu organisé en boutique, avec des récompenses qui vont tourner tous les mois, qu'on va proposer aux boutiques.
Donc les gens pourront venir s'inscrire et tout. Là aussi, un des avantages de l'application, c'est que si les boutiques le souhaitent, elles peuvent créer un événement sur l'application et sur la zone géographique concernée, les gens vont savoir, dire, ah tiens, il y a un événement chez Tartampion, hop là, je m'inscris, j'y vais, c'est cool. Et pour la boutique, elle sait qu'il y aura peut-être 16, 32 joueurs qui seront inscrits, voilà, et son tournoi a été généré. Donc il y a ça. Donc ça, c'est ce qu'on veut de les tournois les plus conviviaux, parce que dans les boutiques, voilà, on ne veut pas y mettre non plus d'enjeux que ça, parce que le but c'est quand même de passer un bon moment avec des joueurs. Et puis petit à petit, on va mettre aussi des événements un peu plus compétitifs, avec une scène un peu plus régionale, nationale, internationale. Au bout de 6 mois, tu vois, on va commencer à ça. Mais déjà, on laisse 6 mois pour que les gens s'initient tout ça, voir un petit peu quelle méta se dégage, quelles sont les tendances. Puis après, on pourra commencer à lancer une scène. C'est quoi les objectifs du coup pour la sortie Déjà, est-ce que Asmodée, c'est quoi? Ils s'occupent de la distribution, ils sont partenaires aussi? Alors, ils sont partenaires exclusifs, donc ils s'occupent de la distribution partout dans le monde. Pourquoi aussi Asmodée? C'est que moi j'ai construit un petit peu toute ma carrière avec eux. C'est des gens, c'est quand même une super belle boîte. Il y a aussi la proximité, le fait qu'ils soient français, c'est tout con, mais moi je m'abuse en anglais. Et non mais voilà, on se comprend bien aussi. Il y a mais du coup, les ambitions doivent être fortes aussi de leur part là-dessus, non? Ou toi tu sens la pression? Non, honnêtement, franchement, c'est vraiment des gens super chouettes. Enfin, tous les gens avec qui j'échange avec eux sont super gentils, super bienveillants, à l'écoute. Alors, c'est vrai que parfois, des gens de l'extérieur ont l'impression qu'Asmodée, c'est un énorme groupe avec Embrasseur qui les a rachetés et tout, et puis il se passe des trucs et des machins. Non, franchement, il y a beaucoup de gens que j'estime beaucoup, avec qui ont des échanges super positifs. On a présenté le jeu à toutes les unités de distribution d'Asmodée dans le monde, on a les rencontrés, on a échangé avec eux. Et à un moment, ils ont joué au jeu, ils y ont cru, ils se sont dit ouais, c'est super chouette. Et c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, parce que nous, on arrive avec une IP, une marque qui n'est pas du tout connue, on a tout développé. Eux sortaient aussi Star Wars, Star Wars ça sort en mars, c'est aussi eux qui le font. Et ils ont dit ouais, non mais ça aussi, c'est super chouette. Et il n'y a pas de pression, et à un moment, tu vois, on met le maximum, on se donne à fond parce qu'on est des passionnés, on met tout ce qu'on a envie d'y mettre, et à un moment donné, faudra être à l'écoute des gens, et soit ces gens-là ils se diront ce que vous avez développé, ça nous intéresse, on a envie de s'y investir, soit non. Et j'ai envie de te dire, c'est la vie. C'est-à-dire que moi, je me mets pas plus de pression que ça. On aura mis tout ce qu'on avait à mettre. On est hyper content de où on est arrivé. On espère bien sûr que les gens seront contents aussi, mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave, il n'y aura pas d'aigreur. On a tenté des trucs, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là-dessus. Et je pense qu'ils sont vachement respectueux de tout ça. Et ils sont vraiment dans l'accompagnement. Et moi je sais à quel point c'est dur de bouger tout un groupe, parce que tu sais, quand tu as des milliers, enfin je sais pas, ils sont peut-être un millier, c'est beaucoup. C'est dur de bouger tout un groupe, de leur dire hey, ce projet là il est sympa, allez-y. Ils jouent vachement le jeu, et ça je sais que c'est pas simple, donc c'est cool. Ok, du coup, pour résumer un peu les choses un petit peu nouvelles que vous essayez de rajouter, déjà l'univers positif, le fait de ne pas se taper dessus, les cartes uniques, les decks de base qui sont du coup plus représentatifs du jeu complet. Le marketplace, le print on demand. Et puis après aussi en termes de gameplay, on a quelque chose de très moderne. J'ai pas joué encore du coup, donc c'est vrai que je peux difficilement rebondir là-dessus. Mais c'est bientôt prévu, j'espère. L'idée, tu vois, pour résumer un petit peu, c'est un héros qu'on voit donc ici, voilà, donc il y en aura 16 différents, donc qui vont influer forcément le gameplay. Il y a 6 factions, donc 3 héros par faction. Donc ils vont t'aider à construire un petit peu ton deck autour de cette synergie avec ton héros. Le but, il y a une piste d'aventure au milieu, et ça va être de faire réunir ton pion héros qui est sur la gauche et ton pion compagnon qui est sur la droite. Ils vont progresser sur la piste jusqu'au moment de se rencontrer. Ça symbolisera qu'ils ont exploré la totalité de la zone, et tu gagnes. Ce qui fait que tu vas avoir une expédition à droite, celle de ton compagnon, à gauche, celle de ton héros. Tu vas rajouter des créatures dans les différentes expéditions, et c'est je joue une carte, tu joues une carte, je joue une carte. Donc là, il y a un côté très rythmé. Je passe, mon adversaire peut continuer à jouer, quand il passe aussi, on résout. Et là, on regarde comment les expéditions progressent. La petite nouveauté encore, les cartes qui étaient présentes dans nos expéditions passent dans une zone qu'on appelle la réserve. On peut mettre que 2 cartes, donc le surplus, on dégage. Et ces cartes-là, tu vas pouvoir les rejouer un des prochains tours, pas forcément le suivant, c'est pas dans 2 tours, dans 3 tours, avec un coup qui sera parfois différent, un petit pouvoir qui sera aussi différent. Donc là, ça t'amène aussi de... en fait, ce jeu-là, il y a plein de choix tout le temps. C'est comme la mana, tu vois. Tu pioches 2 cartes, tu choisis
tu les mets dans ta main, tu choisis dans toute ta main une carte que tu vas rajouter en mana. Ça aussi, c'est un choix qui est simple, mais qui va orienter ta stratégie. Un petit peu comme l'encre de l'Orcana vite fait, sauf que là, il y a des cartes qui sont spéciales ancrées. Tout à fait, c'est un peu similaire. Donc, voilà, ça reste un gameplay très simple, avec plein ce qu'il faut de nouveautés, mais avec et l'interaction se passe comment avec l'adversaire du coup? Ah bah t'as des sorts aussi, j'ai pas parlé des sorts, t'as des choses qui... Non, en fait c'est hyper interactif et je te ferai jouer la prochaine fois. Si tu pourras confirmer ou non. Mais non, c'est un vrai jeu. C'est marrant, ça a peut-être rien à voir, mais comme ça avec ces... Moi j'assimile ça un peu à les planètes, ça me fait penser un peu à Warhammer Conquest, je sais pas si tu y avais joué. Il y avait un peu ce truc de s'affronter sur des planètes spécifiques, et si tu envoyais ton héros sur une planète, il y avait un combat là, alors que les planètes où il n'y avait pas de héros, il n'y avait pas de combat, et chaque planète avait son espèce de pouvoir, et du coup il y avait un truc presque board game un peu où tu avais vraiment, c'était un truc hyper important dans le jeu de cibler les bonnes planètes qui allaient t'intéresser, essayer de comprendre l'adversaire sur lequel il allait jouer. Donc, là, ce qui est intéressant en fin de compte, c'est que c'est pas binaire, c'est pas de l'affrontement, c'est pas la créature. Et ce qui est intéressant, c'est que sur une expédition, tu peux progresser tout seul, l'adversaire peut progresser tout seul, ou les deux peuvent avancer. Donc il n'y a pas ce côté binaire c'est tout ou rien. Tu vois, parfois tu te dis, bon, il va progresser, je progresse aussi, je suis OK avec ça, je vais plutôt miser là-dessus. Donc, et ça, il y a beaucoup de joueurs et pas mal de joueuses qui nous le retournent. Il y a cette dimension un peu plus peaceful qui se ressent en jeu, qui plaît bien à tout de suite. Qui se ressent aussi dans le design des cartes, on voit. C'est ça, on a là aussi dans le côté, on voulait un jeu inclusif, un jeu positif, un jeu coloré avec faire des câlins à des amis. Voilà, un peu onirique, tu vois, dans nos inspirations, il y a un peu des univers à la Miyazaki, moi c'est des choses qui m'ont toujours parlé aussi. Voilà. Ok. Écoute, ça me paraît assez complet tout ça. Qu'est-ce que je pourrais... J'avais une autre question aussi en tête, mais je me suis noyé dans tes paroles du coup. Faudrait que je les note en fait, c'est plus simple. Non mais écoute, c'est assez complet. Moi de toute façon, je referai probablement une vidéo quand j'aurai réellement joué pour parler spécifiquement plus du jeu, tu vois. En tout cas de ce que j'en aurais vu à ce moment-là, évidemment, parce que comme tu l'as dit très bien, tant que t'as pas tout le pool de cartes et t'as pas vu un peu les méta qui se dégagent, on peut pas faire réellement d'avis un peu définitif entre guillemets. Et puis voilà, en tout cas, moi je trouve ça très intriguant, c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer aussi, déjà parce que c'est français, clairement, et je pense que c'est bien de pousser les projets ambitieux français aussi dans des registres un peu plus hardcore gamer, même si vous visez quand même aussi beaucoup en public casual, mais quand même, ça demande des temps de développement qui sont quand même colossaux, et c'est une entreprise qui est quand même énorme d'arriver à produire un jeu de cartes, quoi, quelque part. Ouais, je te confirme. Donc voilà. Et puis, ma dernière question, c'était l'idée de design de base, c'était toi qui l'as eu et tout, ou tu avais des collaborateurs déjà à ce moment-là et qui t'a monté la boîte et vous avez brainstormé dessus, c'était quoi la genèse? Au tout début, j'étais tout seul, j'avais posé des idées bases, et après, alors au début, on était moins de game designers, moi je bossais vachement plus aussi avec eux, et après je me suis assez détaché au fur et à mesure que les choses se posaient, parce que donc ça a vraiment été un projet collaboratif, et moi c'est vraiment comme ça aussi aujourd'hui que j'ai envie de faire des projets, c'est-à-dire de prendre le meilleur de chacun, tout le monde peut avoir une bonne idée, un bon truc, et ça c'est quelque chose de très chouette. C'est clair. Bon voilà, du coup prochaine vidéo on parlera du jeu. Je sais pas trop encore quand, mais du coup, probablement avant le Kickstarter le 30 janvier. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. À très bientôt. Merci à toi. Ciao, bye, merci. Salut.